bien évidemment, la notion d'écrivain comme nous on l'a connu se déplace à mesure que se déplace cette profusion. Et que, par exemple, la tâche qu'on a à faire, pour moi, c'est pas de dire Wikipédia c'est de la merde ou Wikipédia c'est du copier-coller, etc. Si je suis à Sciences Po, les élèves m'envoient leur texte et automatiquement, s'ils m'envoient le truc sur la base de Sciences Po, l'envoi de l'élève passe dans un robot qui va regarder si c'est du copier-coller dans n'importe quoi d'Internet. Ce qui est aberrant, puisque je leur fais faire, moi, de l'écriture, des ateliers d'écriture. Mais, ouais, je sais plus ce que je veux dire, c'est pas important. Mais ce déplacement-là, ce déplacement du statut de l'auteur, et qu'on n'ait plus besoin de fétichiser l'auteur, pour moi, c'est ça, je veux dire. On n'a pas à dire Wikipédia c'est bien ou c'est pas bien, c'est dire aux étudiants, tiens, ben, si nous, aujourd'hui, le truc, ça va être de prendre tel auteur, Paul Vallée, poète de la révolte et tout ça, on va aller s'atteler à la page Wikipédia de Paul Vallée. Et donc, comment vous pouvez devenir acteur du web ? Et comment vous, dans cet univers de la multiplication de la publication, par exemple, chose que j'ai pas parlé, mais la notion de métadonnées. Ce livre-là, on induit très peu le nom du relieur, nom de machin comme ça. Par contre, à quel moment sont venues les métadonnées dans le livre ? Quand les Romains ont composé pour la première fois des bibliothèques personnelles, et qu'au lieu que le rouleau soit quelque chose qui soit dans le temple ou au Sénat et soit quelque chose de très long, très lourd, les Romains coupent le rouleau selon des unités en gros de 3 mètres. Ce qui correspond d'ailleurs bizarrement à un temps, le temps que dure une tragédie. Ça, c'est Pascal Quignard qui a travaillé là-dessus. Et à ce moment-là, on est capable de récits beaucoup plus longs, les annales de Tacite. On est capable, évidemment, sans pas plus tard que c'est plus tardif, mais Pline l'Ancien, qui raconte ce qu'ont vu les légionnaires, ou ce que les légionnaires disent que d'autres leur ont dit qu'ils avaient vu, ce qui rend Pline, évidemment, magique. Mais à ce moment-là, les textes sont si longs, et en même temps, ils ont une reproduction qui fait qu'on les coupe, on les met dans des très beaux étuis colorés, et on met en haut, devant l'étui, en bout de rouleau, comme ils sont rangés horizontalement, un bouchon. Et le bouchon est ouvragé, et sur le bouchon, on va mettre le nom de l'auteur, le titre du livre, et le machin comme ça. Nous, ces métadonnées, l'enjeu, enfin, pourquoi j'avais dit que je répondrais brièvement, donc, pardon. Mais ce qui est décisif, c'est qu'autrefois, c'était pas Jérôme Lindon, édition de minuit, est une métadonnée à la limite suffisante. L'œuvre de Maurice Blanchot, et on ouvre le livre, et on a du même auteur, et on peut se glisser par arborescence comme ça. Nous, c'est dans le numérique maintenant, aussi bien dans le web, avec les mots-clés, les tags comme ça, que dans le fichier d'un livre numérique, quand il va se promener comme ça, quand il est livré à ces grandes banques écrasantes que sont iTunes ou Amazon ou Fnac, on doit l'armer. Et ces catégories-là, par exemple, elles sont faites uniquement, je ne vais pas prendre le truc que j'avais prévu qu'on pourrait les regarder, par les catégories américaines. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez classer un truc vous allez trouver 120 catégories sur la Bible. Vous allez trouver 120 catégories de fiction jeunesse, donc, par exemple, ou sur les animaux. Vous allez avoir animaux, chats, machin, animaux, chiens nourrir, animaux, chiens dresser, animaux, chiens, comme ça. Par contre, si vous allez dans poésie, vous trouverez poésie générale. Poésie Europe, poésie asiatique, poésie machin. Et donc, un des éléments, par exemple, moi, qui sont en ce moment... qui correspondent à ce pourquoi on avait discuté que je viendrais à Limoges, c'est que si on mouille pas la chemise dans l'édition numérique pour apprendre à défendre nos textes, Blanchot, j'ai pas le droit, parce qu'il est sous droit Gallimard, c'est autre chose, mais si on fait pas l'expérience là maintenant, on n'est pas au contact direct de comment ces types-là cherchent à diriger ce qui permet justement qu'une singularité traverse la profusion. Qui n'est pas simplement, autrefois on parlait de sérendipité, c'est-à-dire comment une requête floue peut amener un objet qui n'a rien à voir avec cette requête, mais qui quand même va être celui que vous attendiez en produisant cet élément de langage qui est une requête floue. Et ça, c'est des univers qui sont passionnants du point de vue informatique comme du point de vue sémantique. Mais quand nous, on a travaillé par exemple sur
ces trucs-là, par exemple, si vous regardez fiction, alors vous allez avoir fiction gay, fiction lesbien, fiction catholique, fiction adulte, fiction, puis au bout d'un moment, vous aurez fiction littérature. Et ces trucs-là, là, on est dans un combat, quoi, qui, moi, m'intéresse parce que comment on arrive à les tromper, malgré eux, à l'intérieur de leur grosse machine. Ça ne répond pas complètement, mais cette notion de profane, je vous remercie, parce que ça va me... J'aurais une question sur le fonctionnement de Publinet. Donc c'est une question beaucoup plus concrète. Et savoir si, vu que les coûts d'impression sont quand même ont disparu, est-ce que vous en profitez pour mieux payer les auteurs ou est-ce que voilà, Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que quel que soit l'éditeur, les Gallimard, les Flammarion, les machins comme ça, même si un livre actuellement est vendu à 40 000 exemplaires, il va se vendre 400 exemplaires numériques. Donc on n'est pas dans la même échelle économique. Pour notre petit modèle à nous, ce qui se passe, où c'est mouvant, c'est que il y a 2 ans, par exemple, faire un EPUB, c'était très simple. On exportait en gros le truc, on allait nettoyer le code, et on l'envoyait sur iTunes, c'était bon. Aujourd'hui, c'est un travail plus complexe quand même. C'est-à-dire, et c'est pas la question, enfin, comment changent les paramètres. Le travail de préparation en amont est le même. C'est-à-dire le travail avec l'auteur, le travail de relecture avec lui, le travail de construire la structuration et tout ça. Ce qu'on met chez un éditeur traditionnel, en gros 3 grosses journées pleines de travail pour fabriquer un InDesign, en gros, ça ne change pas quand on est en édition numérique. Donc ça, si on veut budgéter ou un truc comme ça, dans une structure quelle qu'elle soit, même pas microscopique comme la mienne, il faut penser que ce poste de relecture et ce poste d'éditorial, là, ça ne change pas dans l'implication travail. Ce qui change ensuite, c'est que la PAO, quand on fait le fichier imprimeur, c'est tout un ensemble de réglages extrêmement précis, parce qu'on va le faire point par point, ligne à ligne. En général, c'est 3 € de la page, quelque chose comme ça, si on le fait en prestat externe. Tandis qu'en numérique, on va avoir un template, c'est-à-dire une grille d'affichage, un CSS, où on aura des repères pour le titre auteur, la sous-couve, la machin, les notes de bas de page et tout ça. Et que ce template, on va l'adapter évidemment à chaque texte, mais qu'il est quand même générique. Et donc que la composition gardera le même coût, qu'elle soit pour un livre, ou qu'elle soit pour 10 ou pour 1000, c'est la fabrication, l'acte de création typographique, plus comme ça qu'il faut l'interpréter. L'acte de création est dans le masque d'affichage et non pas dans la réalisation peut-être de l'ouvrage seul. Après, effectivement, ça ne coûte plus rien. C'est-à-dire que, mais où il faut faire attention, c'est que l'édition, elle aussi en ce moment, révise ses processus. C'est-à-dire qu'en France, il y a toujours un système très fossile. Tout à l'heure, on parlait là des entrepôts en pleine Indre, parce que géographiquement, je pense que on calcule ça avec des algorithmes sur kilomètres camion, possibilité pour les libraires de venir se livrer, etc. Effectivement, tout ça disparaît. Il y a un coût serveur quand même. Mais globalement aussi, il y a un coût libraire. C'est-à-dire que le travail de médiation et de prescription est le même. Donc, en gros, sur le web se remet un autre... truc, c'est-à-dire globalement, toutes les plateformes, que ce soit Fnac, iTunes, Amazon, etc., prennent 35%. Mais en gros, sur le livre papier, la remise libraire, elle est 35% aussi. Si ces mecs-là font leur boulot, après, c'est d'autres questions. Par exemple, Amazon et iTunes se mettent au Luxembourg et payent 3% de TVA. Donc là, on est dans un truc politique, où notre brave Aurélie Filippetti prétend aller les faire payer. Je ne la vois pas tout de suite rendue à Luxembourg. Mais ça, là, on est dans une gravité, c'est-à-dire que l'impôt social, que représente la TVA, même basse, sur les 5% du livre ou les 7% du livre, là, eux, ils ripent à côté. Après, moi, mon agrégateur immatériel, il me prend 10%, et donc il me reste, le reste, c'est pas du coût de fabrication, mais je dis,
je travaille à la recette, c'est-à-dire on gagne, on partage à égalité la structure et l'auteur, ce qui nous reste. L'autre problème après, il est juridique. Mais vous voyez, ces trucs d'instabilité, pour moi, il est là aussi. Pourquoi c'est juridique? Parce qu'on a voulu protéger les auteurs, après Balzac et Victor Hugo, création d'une société des gens de lettres, droit de la propriété intellectuelle, en disant le prix de vente d'une œuvre, la rétribution de l'artiste est indexée au prix de vente de l'œuvre. C'était une protection considérable. Simplement, le prix de vente de l'œuvre, dans la mesure où il y a 8 taux de TVA, avec du taux 0 si on est hors Europe, avec du taux à 3% si c'est Amazon, il est complètement fluctuant. Donc, et moi, aujourd'hui, je n'ai pas le droit de faire un droit d'auteur à la recette, contrairement à tous les autres. Et ça concerne la France uniquement. Donc, peu importe, mais c'est-à-dire que la question, c'est pas de dire on fait une structure coopérative et on partage les recettes entre auteurs et éditeurs. Moi, je suis heureux là-dedans et ça me permet de rémunérer 3 personnes. Et je suis content de le faire. Ça nous permet de chercher et de faire que. Mais bon, si l'auteur il veut me payer le resto avec, c'est déjà bien par rapport au droit d'auteur. C'est pas la question. La question, c'est comment, par exemple. Qu'est-ce qui fait vivre ma structure? C'est les polars domaine public qu'on vend. Notre best-seller sur Amazon, c'est La princesse de Montpensier de Madame Lafayette. C'est le Grand Moon, etc., etc. Donc pour moi, là, tout d'un coup, on se retrouve dans une autre banalisation. C'est-à-dire défendre un texte contemporain et aussi dur sur le web. Là, on se retrouve avec la question de tout à l'heure, qu'elle l'est dans le domaine classique. On n'est pas encore à se poser des questions d'épicerie, quoi. Mais ces questions juridiques sous-jacentes, elles sont vraiment importantes. Alors une autre petite question très pratique, c'est pourquoi, comment dirais-je, vous avez mis en vente les courts textes, les courtes nouvelles de Kafka? Parce qu'on se lance avec... non, même en numérique. Ouais, non, on est tous retraduire. La réponse de fond, la langue française n'a jamais été une langue de traduction stable. Non, mais c'est pas ce que je voulais vous poser. Pardon, ouais. Il n'y a plus de pile. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais parler plus fort. Enregistre la question. Enregistre. On va faire le chemin 2 fois plus. Sur ce, comment dirais-je, sur ce petit livre particulier, alors que les autres que j'ai vus comme ça en ligne, alors justement, ils sont chargeables en PDF. Et celui-là, il est lisible en ligne par rapport à la petite plaquette et aux autres, je sais pas quoi, les 2 autres. Et moi, j'ai un Apple, et donc je me dis, tiens, c'est dommage, je peux pas me le charger en PDF, celui-là. Et parce que quand je me le charge en PDF, effectivement, je peux travailler le texte, me mettre comme ça me convient, quoi. Et puis le garder et pas être obligé de repasser par... Question à laquelle j'ai pas de réponse, mais donc c'est pas la peine que je réponde, mais je réponds quand même. Le PDF, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été extrêmement important dans l'histoire de l'édition, tout simplement. C'est fabriquer une image à partir d'un document multicomposite, c'est-à-dire qu'il y ait des images, qu'il y ait y compris des éléments interactifs, des liens et tout ça. On fabrique un document stable qui va garder, qu'on pourra élargir de façon homothétique, on pourra grossir, diminuer, zoomer, mais qui gardera toujours la même forme. Mais à l'intérieur, le texte, les rapports entre les éléments, texte, image, sont fixes. Donc, pour l'imprimerie, on envoie à l'imprimeur un PDF haute résolution, et ça, on peut... L'EPUB, ce qui est différent, c'est que qu'on travaille sur un format d'image comme celui-là, comme un format d'image horizontale ou verticale comme celui-là, ou sur un format téléphone ou écran, être capable de reformer en permanence le rendu du texte en fonction du support de consultation. Donc pour nous, c'est un outil beaucoup plus puissant que le PDF. Et un EPUB, aujourd'hui, on peut aussi l'annoter, partager des annotations. Donc, comment dire? Un PDF, pour moi, c'est un outil d'impression, mais c'est un outil qui n'est pas compatible avec la lecture sur iPad, etc. Alors, effectivement, sur notre petite publinet, longtemps, on diffusait une version PDF pour les gens qui lisaient sur l'ordinateur
et une version EPUB pour les liseuses, etc. Il se trouve qu'aujourd'hui, les ordinateurs, si vous êtes sur Chrome, vous avez un truc qui s'appelle Readium. Si vous êtes sur Firefox, vous avez un truc qui s'appelle EPUB Reader. Il y a d'autres logiciels comme Calibre, etc., qui permettent de consulter de l'EPUB facilement sur écran. Et pour moi, l'EPUB est associé à la nature électronique plus que le PDF. Faire un PDF, j'arrive plus à le faire de façon amateur, sans passer par les césures, etc. Alors, si on fait nos boucles pour le Kafka dont vous parlez, on a fait un livre papier, mais je ne diffuse pas le PDF. Mais ça fait partie des choses qui sont... on est, nous, habitués, on reçoit des PDF tous les jours. Et la plupart du temps, des PDF qui sont conçus pour l'imprimante A4. C'est-à-dire quelque chose qui est une prolongation homothétique de la photocopieuse, enfin de la machine à écrire mécanique. Et donc on a affaire à des trucs avec des marges comme ça. Et si on veut les lire sur écran, on n'est pas du tout équipé pour ces machines. En même temps, les deux sont pareils. C'est des grosses boîtes à camembert avec des machins dedans. Mais il faut faire le deuil, je crois, du PDF. Sur iPad, ça marche pas. Comment sélectionnez-vous vos textes ? Comment sélectionnez-vous vos textes, les auteurs ? Est-ce que vous en recevez beaucoup ? Comment vous faites la sélection ? Vous avez le même rôle qu'un éditeur papier ? Je ne pense pas qu'on puisse refaire sur le web la même chose que quelque chose qui est très récent, parce que la fonction éditeur, bon, ça naît avec les Gallimard, les Grasset, etc. Mais avant, au XIXe siècle, c'est le libraire-imprimeur, comme le Kalman-Levy, comme Arsène Fayard, ou Flammarion. Tout ça, c'est des gens qui arpentaient le terrain. Je pense que forcément, les trucs se réinventent, et ça renvoie à la question de tout à l'heure. C'est-à-dire, on n'a pas... Le processus de sélection que faisaient les comités de lecture et les maisons d'édition traditionnelles était lié à un certain circuit de distribution, de diffusion. POL, au bout de peut-être 15... Oh non, oulala. Je ne sais plus quand il a commencé, POL en même temps 81, donc POL a 30 ans. POL a 440 livres à son catalogue. Nous, ça fait 4 ans qu'on travaille, on en a 600. C'est pas les mêmes trucs. On peut se permettre, avec le web, de travailler, enfin en numérique, de travailler par collection et profusion. Donc je pense pas qu'on doive avoir, qu'on dû savoir, machin subjonctif avoir, le même rôle comme ça de tri, tout ça. La question, donc moi ce qui nous amuse dans notre petite coopérative, c'est qu'on voit apparaître un projet, on se dit tiens, ce gars-là, on connaît son site, on sait comment il écrit, tiens, ben, c'est lui, ça pourrait être bien qu'il s'associe avec un tel, et de créer des petites équipes comme ça. Donc pour moi, la joie que j'ai, c'est de faire un travail là qui est beaucoup plus décentralisé, sinon que l'axiome... Après, il y a un autre fond sous cette question-là, c'est celui de l'autopublication. Sur Amazon ou sur iTunes, ils sont tous à se faire la course, mais c'est Amazon qui a le premier rôle. On peut fabriquer soi-même son livre numérique et le mettre soi-même dans la plateforme de diffusion. Il sera pas tout à fait au même niveau parce que produire les algorithmes, les mots-clés, etc., tout ça, c'est un métier qu'Amazon n'accorde pas. C'est-à-dire Amazon publie les trucs, mais se garde la sphère de la propulsion. C'est-à-dire qu'il accumule aux États-Unis, je crois, 1 million et quelques de textes auto-édités, mais il garde la cuisine qui permet la circulation, la mise en avant et tout ça. Le processus d'édition, nous, c'est de faire en sorte que le texte soit armé et que la responsabilité, nous, une coopérative, c'est pas moi, de dire on prend la responsabilité de publier ton texte, comment on va faire en sorte de le défendre. Et aujourd'hui, là encore, c'est des questions qui ne sont pas... La presse littéraire, pour l'instant, n'est pas passée à ce truc-là. Par contre, comment il va circuler dans les blogs, comment on va s'arranger pour le réseau, parce que si c'est simplement pour faire un fichier EPUB et le balancer dans la circulation, ça n'a d'intérêt pour personne. Mais je peux... C'est le problème de la profusion sur Internet, c'est qu'on est confronté, on trouve des textes en veux-tu, en voilà, ils sont gratuits ou très peu chers, et c'est comment arriver à repérer là-dedans la qualité. Quelque part, pour moi, c'est ce qui nous fonde à travailler ensemble en coopérative d'auteurs.
Se dire, si on coopte tel texte, si on prolonge par des objets bénéficiant d'un processus d'élaboration plus complexe que ce qu'on peut faire tout seul, à ce moment-là, on a plus de chances de faire en sorte qu'il soit remarqué un petit peu ou se soutiennent dans cette profusion. Mais ça ne peut pas aller plus loin. Par contre, quand vous voyez comment évolue la machine classique, c'est-à-dire des rentrées littéraires avec 600 romans, et que dès le mois d'avril, en gros, c'est joué parce que les éditeurs ont fait circuler auprès des libraires pour savoir combien il y aurait à peu près de précommandes. Après, font circuler aux journalistes qu'il y a tant de précommandes pour ce truc-là, et puis au bout de 3 semaines, il y a 25 livres. Bon, ça tombe bien, j'en suis, donc tant mieux. Mais j'ai plus de plaisir à ce métier-là, quoi. C'est-à-dire le temps moyen d'un livre en librairie, c'est 5 semaines. Donc quelque part, à la limite, la question du web en elle-même, par exemple le travail que fait la BNF d'archivage des sites permanents, d'archivage sélectif tous les 15 jours et de collecte globale tous les ans, et d'archiver en même temps les logiciels qui permettent d'interpréter ce qu'ils archivent, ce qui est aussi tout un autre domaine. On commence à ouvrir à une question de pérennité par le numérique, ce que le dispositif de dépôt légal, par exemple, ne peut plus permettre d'assurer dans des conditions qui touchent le même genre de profusion. Mais oui, comme je réponds avec des... Bonjour, je suis venue aujourd'hui justement parce que le livre numérique semble devenir un sujet très sensible et très polémique. J'ai lu quelques articles où j'étais un petit peu choquée de voir qu'il y avait même un peu des insultes qui volaient vis-à-vis des lecteurs, des producteurs. Est-ce que le problème, il n'est pas un peu là justement par rapport à des gros acteurs comme Amazon, Apple ou etc. qui vont imposer des standards avec des visées commerciales? Et on parle beaucoup de tout l'aspect commercial et puis d'un système existant qui bascule sur un autre, avec qui va perdre quels avantages, etc. Et on ne parle pas beaucoup des contenus. Alors c'est vrai qu'on est peut-être noyé aussi dans toute cette profusion de documents, mais est-ce qu'on n'a pas peur aussi de cette accélération qui permet de faire accéder à beaucoup de choses, y compris des gens qui vont vouloir se lancer pour écrire on passe un peu d'une chasse gardée à quelque chose qui devient un peu universel. Si on va au bout de ce raisonnement, pendant la guerre 14-18, on aurait dû interdire aux poilus d'écrire parce qu'ils n'étaient pas des écrivains. Donc moi je pense que les questions de l'autopublication, de la profusion, quelque part, elle ne me fait pas peur. La question c'est de comment nos outils pour repérer ce qui nous est singulier, ou ce qui est, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure là, sur la sérendipité, peut permettre nous de trouver notre propre contenu. Après, moi j'ai une position là qui était de dire la question des standards, elle est pour moi pas si simple que ça. Le standard c'est EPUB, comme le MP3 en musique. Par exemple, en ce moment, on sait travailler avec du EPUB 3 qui permet d'inclure des vidéos, du son. Mais l'iPad l'accepte, mais on ne peut pas le passer sur les autres trucs. Donc se dire, on reste avec de l'EPUB 2, mais l'EPUB 2, on a quelque chose qui passe sur toutes les machines. Après, c'est se dire, moi je diffuse des textes sans verrou numérique, qui veut les prend, et puis je pense que de toute façon, au prix où c'est, et autant je ne vois pas l'intérêt de les pirater si chez nous il y a les mises à jour, il y a la bibliothèque numérique, on assure le service que ça passe sur tous les appareils, etc. Donc je prends ce risque qu'il n'y ait pas de verrou. Par contre, se dire, oui, je vais quand même chez Apple. Et en plus, c'est ce qui me permet de bouffer, tout simplement, puis de payer mes gens. C'est-à-dire qu'ils prennent 37%, mais ils me redonnent le reste, nickel, tous les mois, depuis 3 ans. Mais se dire comment je fais pour faire que mes trucs, dans leur processus, dans leurs algorithmes et tout ça, soient repérables et arrivent à passer dans leurs requêtes. Et donc pour moi, c'est une logique quasiment guerrière de commando. Mais se dire, ne pas avoir peur des gros et quand même aller là-dedans. Après, il y a un autre truc. Je pense qu'on a encore potentiellement une possibilité en France d'avoir une distribution plurielle. Simplement, la distribution plurielle, Fnac par exemple est arrivé, chaque fois qu'on a eu des nouveaux acteurs, ça n'a pas cannibalisé les ventes, ça a
Tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui achètent des liseuses, des tablettes et tout. Donc le lectorat augmente. Et puis si on fait des bons produits, il n'y a pas de raison que... Enfin, des bons produits. Oui, je parle du code, pas du texte. Mais un poète comme Antoine Aimaz, il n'y a pas de différence pour moi entre un texte qui est chez un imprimeur artisanal tarabuste dans l'Indre qui va le tirer à 250 exemplaires sur sa presse à main, puis nous de dire tiens, ben, ce truc-là, on le balance chez Amazon et puis on voit ce que ça touche, puis s'apercevoir tiens merde, ça a été téléchargé à Tokyo, c'était téléchargé à Rio de Janeiro, et c'est un autre métier. Mais le truc, je veux dire, c'est que Amazon nous vend 30%, Apple nous vend 30%, Fnac 15%, nous on vend Direct 15%, et 20 autres distributeurs font à eux tous 6%. Des gens extrêmement compétents, comme Feedbooks par exemple, ou ePagine. Chapitre aussi propose des... Ouais, enfin Chapitre, nous, ils nous boycottent, donc c'est un peu... C'est pas gentil, ça. Non, mais je crois que techniquement, ils n'ont pas le niveau, mais ils arriveront. Il y en a qui vont se faire manger par les autres, de toute façon. C'est pas ça, je pense que si les libraires s'y mettaient, ils pourraient imposer leur truc. Après, c'est la question, et ce mouvement-là, depuis 4 ans, je ne l'ai pas vu se créer. Oui, mais alors c'est ce qu'on voit, c'est les articles récents dans la presse, c'est les éditeurs, les auteurs, les libraires qui crient à Raux sur le baudet, et puis qui essayent de bloquer le truc, alors qu'ils n'essayent pas de s'engouffrer dedans. Et puis il y a un petit peu la question aussi, on parlait des ouvrages tombés dans le domaine public, moi je trouve que ça permet une redécouverte, et il y avait aussi la question des ouvrages qui n'étaient plus du tout disponibles en édition en fait. Ouais, c'est encore autre chose. Mais moi ce que je peux dire en tant que lectrice, je ne suis pas du genre à me jeter sur le dernier gadget électronique venu, parce que j'ai un très très vieux téléphone, mais je me suis mis à la liseuse par curiosité. Et ben ça m'a réconciliée avec la lecture, parce que là où j'hésitais à acheter des livres, parce qu'il faut savoir que chez soi c'est aussi un encombrement, des livres qu'on entasse, ça m'étonnait. Enfin, c'est vrai qu'on peut avoir aussi des livres qu'on achète, qu'on entasse et puis qu'on lit pas toujours. J'ai beaucoup aimé. Et moi moi je me retrouve là-dedans et je me suis remise à lire, et y compris la presse sur internet, etc., avec tout un tas de services qu'on peut trouver autour, qu'on n'avait pas avec son journal papier. Parce qu'il y a aussi, il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de détaillants qui ferment. Et on n'a pas toujours, on n'a plus tellement la librairie au coin de la rue, enfin en tout cas la presse, etc. À Paris c'est peut-être un peu différent, mais donc on parle pas tellement du contenu et du plaisir du lecteur. Et pour moi, je vois qu'il y a des lecteurs qui se font insulter et traiter d'ignards par des tenants de la littérature ou de l'édition, et en même temps, moi je trouve qu'on a le même plaisir à lire. Sur le fond, je dirais que si on regarde l'histoire des mutations politiques, sociales, esthétiques et tout ça, elles ont été toutes très nombreuses. Si on regarde l'histoire des mutations de l'écrit, elles ont été très peu nombreuses. C'est-à-dire les mutations internes, enfin le surgissement de l'écrit, partout où il s'est fait, qui concerne un tiers des civilisations, pas plus. Le passage de la tablette au rouleau, qui est très complexe, le passage du rouleau au codex, qui est très complexe aussi, avec chaque fois des trucs, ça aussi c'est Pignard, les Romains, enfin bon, je me relance pas. Le passage ensuite du codex à l'imprimerie, et puis disons que la dernière grosse mutation, c'est l'irruption de la presse et du feuilleton, qui a conditionné par exemple l'apparition du roman. Avant par exemple le Rouge et le Noir, ça s'appelle Mœurs, Madame Bovary, ça s'appelle Mœurs de province. Je suis sûr qu'aujourd'hui vous mettriez un livre en librairie qui s'appellerait Mœurs, vous ne vous mettrez pas dans les tables de littérature, etc. Donc pour moi il y a un nombre de mutations très restreintes, et quand s'amorce une nouvelle mutation comme ça, il n'y a pas de doute qu'elle ne peut qu'être irréversible. Donc moi, c'est un petit peu ça où j'en suis. C'est-à-dire qu'on a des instruments qui sont préhistoriques, en gros, qui ont des obsolescences très rapides, mais il faut apprendre à s'en servir parce que, quelles que soient les réactions, on voit, c'est-à-dire je pense par exemple, je regarde de près le nombre de créations d'emplois dans les maisons d'édition, c'est pas très brillant. Par contre, si on regarde le nombre de créations d'emplois dans le monde du numérique, on trouve, mais c'est d'autres modèles, c'est une galaxie de petites boîtes, de microstructures. Il y a des libraires sur le web, j'en connais par exemple Feedbooks, c'est une boîte qui s'est lancée il y a 6 ans, qui est libraire numérique et qui emploie 17 personnes maintenant. Donc oui, le paysage se reconditionne. La question, c'est de dire on fait le maximum pour que les acteurs traditionnels
trouvent leur biais là-dedans. Malheureusement, normal. ça se passe pas si simplement, mais Il y a un c'est soupçon. pas nous les... on peut pas tout faire. Il y a un soupçon aussi du consommateur, entre guillemets, consommateur de culture numérique. Il y a toujours ce parallèle qui fait avec le piratage, mais on peut très bien consommer de la culture numérique sans pirater. Pour la littérature, on s'en fout, parce que le problème, c'est plus comment faire surgir l'envie qu'on nous lise, pour nous auteurs. C'est pas la question du piratage. Les éditeurs, par contre, ils vivent, cette maison comme Le Seuil, je commençais à en parler, ça publie 160 livres par an, peut-être le double, en tout cas en littérature, c'est dans ces eaux-là, et il y a 4 livres qui vont faire vivre la structure de 200 personnes, 240 personnes. Ces 4 livres-là, effectivement, s'ils le perdent en piratage, donc pour eux c'est complètement différent. Moi, plus on me pirate, plus je suis content. La question pour moi qui est plus importante, c'est celle de l'univers du libre. C'est-à-dire c'est comment, dans par exemple cette notion de protection des droits d'auteur qui était à 50 ans, qui est passée à 70 ans, est-ce que ça veut dire quelque chose aujourd'hui ? Qu'est-ce que de l'interdiction, par exemple, de promouvoir du Gracq ou du Michaud, Michaud qui est mort en 1984, Pérec qui est mort en 1984, on est quelques-uns à se dire, les droits d'auteur, peut-être qu'aujourd'hui, culturellement, pour les enjeux que ça représente, même le neveu de Pérec gagnerait peut-être à ce que le domaine public vienne plus tôt. Et pour moi, je me dis que la question, justement, qui renvoie à cette question du statut de l'auteur, c'est que, quelque part, le livre numérique, pour moi, a une nature. C'est-à-dire, c'est un fragment de site web, mais un livre qu'on envoie à l'imprimeur, c'est aussi un fragment de site web, avec des fichiers XML, des fichiers CSS, des fichiers ONIX de métadonnées. La nature ne change pas, que ce soit sur papier ou sur numérique, mais c'est produire comme ça un petit ensachage concluant les métadonnées, et puis les fichiers texte, les fichiers graphiques, les visuels de couverture, etc., les documents inclus dedans, les fichiers audio et tout ça, et faire que ce truc-là inclut dans son petit ensachage son propre dispositif de navigation, c'est-à-dire non pas le clic volontaire du web, mais un système de navigation dirigé, produit graphiquement, avec des tables des matières qui peuvent aussi être par des icônes, des tas de choses, et puis faire que ce truc puisse se déplacer comme une petite bulle de savon, y compris dans les univers marchands. Mais donc pour moi, le livre numérique en tant que tel, c'est l'autorisation d'une lecture dense sur un fragment de site web qu'on a éditorialisé, pour reprendre là votre question. Oui, le processus éditorial probablement est de la même exigence, mais c'est plus dans la construction éditoriale que dans la sélection, je dirais. Mais ensuite, l'enjeu pour moi de la lecture, c'est le site, c'est pas le livre numérique. Et donc c'est un univers. Qu'est-ce que ça veut dire ? On passe à un univers où effectivement la lecture site n'engendre pas de rémunération. On est dans un système, on aura une question tout à l'heure, où effectivement on est dans un système où le travail artistique se rémunère. Mais prenez Van Gogh ou prenez Cézanne, heureusement que Van Gogh il s'en foutait parce qu'il était pauvre, et Cézanne ça tombait bien qu'il était riche, quoi. Mais le fait qu'on vive de ces productions esthétiques, ça n'a jamais été un axiome. Et en ce moment, oui, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire, retour à dire, exerçons la littérature, trouvons d'autres biais, oui, venir partager un samedi après-midi à la bibliothèque de Limoges. Mais on est dans une bascule de cet écosystème marchand qui concerne qu'une petite minorité. Je crois qu'on est 7000 auteurs vivent majoritairement de nos droits d'auteur à la GESA. Poser une petite question qui est en fait par rapport à la pratique qu'on peut avoir entre le livre qui contient, dans le livre, le roman ou les essais, et puis Internet qui, lui, est effectivement la possibilité de lire une chose, et quand on bute, par exemple, sur l'explication
tac, tac. Et d'un seul coup, je tombe sur des trucs qui vont me parler, voilà. Et puis après, comme il me parle d'autre chose, j'ai branché là-dessus, je suis parti ailleurs. Et comme ailleurs, ça me parle d'autre chose, je suis parti ailleurs. Et c'est un peu on se perd, quoi. Hein. Mais, en fait, je me dis une chose qui, moi, me pose question, c'est, y a-t-il une valeur et un mérite de la concentration? En fait, est-ce qu'il faut être pris par le... Je prends le roman, hein, le roman. Bon. Le roman, moi j'aime bien les romans, et il y a un roman que j'aime beaucoup, que je ne lis jamais, enfin, je l'ai lu un peu, mais je ne lis pas. C'est Antonio Antunes, qui lui, Quand ferais-je en Toulouse, par exemple, son dernier roman, il est psychiatre, cet homme. Il a été face à des délires, je pense. Hein. Bon. Il écrit sur un petit carnet, il retourne à l'hôpital, et quand il écrit justement, si vous voulez, par ce qui légitimerait la capacité à se concentrer sur ce qui n'est pas concentré, ce qui n'est pas suivi. Hein. Bon. D'un côté, on a ça, parce que le roman, finalement, ça commence et ça finit, ça vous tire par le bout du nez. Il y a des romans qui sont des romans, comment dirais-je ? J'aime beaucoup votre manière de parler. Oui, qui, comme Céline, par exemple, sont des romans, c'est presque fragmenté, presque, on pourrait dire. Et puis il y en a d'autres, vous avez envie de connaître la fin avant d'avoir passé toutes les étapes qu'il faut s'infuser pour arriver à la conclusion, enfin, ou au plaisir de savoir. Alors, de quel savoir et de quelle nature, finalement, peut-on faire coïncider le mode de lecture ou le mode d'ouverture d'Internet par rapport au mode d'ouverture ou de fermeture du livre. Bon. Et de ce point de vue-là, eh bien, moi, je vais vous prendre un petit exemple. Moi, je m'intéresse, enfin, ça m'intéresse un petit peu. L'image, effectivement, vous en parliez, elle écrit aux micro-écritures de Valser, bon, qui écrivait sur les feuilles de petit journal, et qui, on a retrouvé ça, et quand on regarde, moi je vais acheter ces trucs-là pour voir, il faut une loupe. Bon, il faut une loupe. Mais ce truc, après j'ai été me dire, ce type-là, il doit être intéressant quand même. Pour écrire des trucs pareils, il doit être intéressant. Et donc j'ai été lire un petit peu Valser, et notamment, son bouquin, je crois, sur la promenade, là, il y a un truc, bon. Et se promener, c'est quoi? C'est quoi se promener? Est-ce qu'on ne peut pas se promener un peu comme ça partout, sans avoir de légitimation ou de censure à se faire sur « mais je ne suis pas concentré, moi j'y arrive pas ». Ou « je suis concentré, je peux me farcir une thèse de 3000 pages sur, je ne sais pas quoi, moi, les stigmates dans les populations africaines ». Bon, bah si je ne suis pas capable de faire ça, c'est grave. Valser est probablement le meilleur exemple. Évidemment, je dirais que s'il y avait une réponse à votre question, qu'est-ce qu'on serait content de l'avoir? Mais que je dirais qu'en même temps, si au lieu de parler là, on avait enregistré puis qu'on mettait ça sur le web, je dirais, oh, qu'est-ce que je serais content de trouver cette réflexion sur le web. Et moi, quand je pense à Valser, je pense à sa période berlinoise, par exemple, il avait une chronique tous les jours dans un journal, très brève. Mais donc tous les jours, il fallait qu'il aligne son billet. Alors, il y a des jours, c'est génial. Par exemple, il y a la première fois qu'il entend la radio. Et c'est un quatuor qui se joue à Londres ou à Vienne, je ne sais plus, il est à Berlin. Et son texte où il gamberge sur qu'est-ce que c'est ce truc, j'entends à distance. Waouh! Et d'autres jours, il n'a rien à écrire, donc il est sur son lit, il trouve vraiment rien. Il y a un clou dans le mur, il n'a jamais compris pourquoi il y avait le clou dans le mur. Il écrit ce clou. Pour moi, on a, avec Valser, typiquement une écriture de type blog, si on veut, et qui fait que, quelque part, la littérature, c'est aussi ça. C'est-à-dire, je comprends votre truc tiré par le bout du nez. D'Alembert disait « Un roman est un livre qui donne... un roman est un livre qui veut se lire vite. » Ce qui est très beau. Mais en même temps, si vous prenez le journal de Kafka, ça ne marche pas comme ça. Et donc, je crois qu'effectivement, peut-être, on peut travailler dans le web sur des formes comme ça. Par exemple, ce bouquin-là, dont on ne parlera pas, mais je suis bien content qu'on fasse autre chose, c'est parti d'un jour où je travaillais à Sciences Po avec mes étudiants sur précisément le fait que... dans ma génération ou dans un livre qu'on lit en général, un mot correspond à une chose. Les mots qui correspondent à cette chose-là n'ont pas de pérennité en tant que vocabulaire. La plupart en sont à leur 4e téléphone.
Donc on avait travaillé à partir de Francis Ponge sur cette relation mot-chose, dans la mesure où les objets qui pour nous sont le plus dotés de symbolique n'ont pas, à la limite, peu importe qu'ils nous appartiennent ou pas, ce qui compte c'est la carte SIM ou le compte qu'on a chez Free ou autre. Et donc on était parti travailler sur cette notion des objets possédés. Je ne sais plus comment c'est pas. Je reprends le train, comme tout à l'heure, je vais dans le train avec tout ce qui va me... J'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça. Et se dire, et moi, le premier objet que j'ai eu, c'était quoi? Et bon, puis tout d'un coup, et en même temps, je l'ai fait sur mon site, c'est-à-dire tous les jours, je mettais un billet, et quelque part, cette attente-là, qu'est-ce que ça crée comme objet, tout ça? J'ai pas de réponse, évidemment, mais pour moi, quelque part, par exemple, Proust, on a l'impression, évidemment, la recherche du temps perdu, c'est génial. Je connais très peu de gens qui aient lu l'intégralité de sa correspondance, qui est affreuse et tout ça, mais vous trouvez dans sa correspondance des merveilles. Par exemple, l'Opéra de Paris propose un service, et à ce moment-là, en 1903, je crois qu'il y a 8000 abonnés au téléphone à Paris, la possibilité d'écouter en direct la création de Péléas et Mélisande de Debussy. Proust paye, et donc dans son vestibule, imaginez le cornet comme ça, reste 3 heures, et la lettre qu'il écrit après, bon, c'est bien le progrès, mais bon, c'est pas tout à fait ça quand même. Et en même temps, dans la recherche, qu'est-ce que ça donne? Magnifique passage, je veux dire, où est-ce qu'on met le téléphone? C'est-à-dire, si le téléphone est dans ma chambre, alors Françoise va venir pour commander le poisson à 11h du matin, alors que je dors encore, c'est pas possible. Mais le téléphone, là, il est dans le vestibule. Ça veut dire qu'à 1h du matin, là maintenant, il faut que moi, parce que j'attends un coup de téléphone d'Albertine, je vais aller debout dans le vestibule et tout le monde entendra, et tout le monde saura qu'Albertine ne vient pas me voir. Et donc, dans Proust, le fait de l'emplacement du téléphone dans l'appartement devient générateur de la fonction récit. Alors, les lettres, on les a, évidemment. Il y en a un continent. Par exemple, Beckett, c'est très silencieux, mais je ne sais plus où, à l'Institut de l'IMEC des archives en Normandie, on a 3000 lettres de Samuel Beckett en 5 langues. Ça veut dire que là encore, la notion d'écriture, où est l'œuvre? Évidemment, l'œuvre, on le sait, par rapport aux lettres, on arrive à le distinguer. Mais en même temps, Beckett n'est pas un solitaire, n'est pas un silencieux. Il est quelqu'un qui, tous les jours, écrit à plusieurs langues, à des tas de gens. Pour Proust, par exemple, il utilisait beaucoup le pneu. C'est pour ça, à Paris, on avait fait ces réseaux de tuyaux en plomb. On mettait le petit message dans le cylindre. Le cylindre partait comme ça, et vous aviez droit qu'à quelques lignes. Mais les pneus de Proust, ou ses conversations téléphoniques évidemment, on a la voix d'Apollinaire, on n'a pas celle de Proust. Mais personne ne sait ce que Proust disait dans ses pneus. Alors évidemment, aujourd'hui, des gens disent « Ah, vous faites du Twitter à 140 caractères !» Ben, c'est pas gênant. Moi, je suis sur... je pense qu'un bon quart de l'œuvre de René Char, un bon tiers de l'œuvre de Henri Michaud tiennent dans des tweets de... La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Ça tient dans un tweet. Bon, en ce moment, il faut être modeste, mais est-ce que ça vaut pas le coup d'aller là, quoi? Attention, elle va tomber. J'aurais voulu connaître en fait vos motivations, savoir comment vous êtes arrivé, vous auteurs, à créer un site d'édition de livres sur Internet. Et quelle était en fait la genèse de ce site finalement? Ouais, moi, si on avait pareil des réponses à ça, on ne sait pas. Pour ma part, j'ai toujours aimé bricoler, ça c'est sûr. Mais par exemple, c'est un petit peu ça aussi dans ce bouquin, se dire, avant j'avais fait un truc là justement sur ces questions de livres, et je m'apercevais que des choses remontaient à bien avant. Par exemple, oui, mon premier ordinateur en 1988, qu'est-ce que c'était incroyable d'avoir l'Atari 1040, mais avant j'avais déjà une machine à écrire Adler, et avant une machine IBM à Sphère, et avant une petite Olympia, puis avant, si je comptais bien, il y avait la Japi de ma grand-mère, et puis et donc cette histoire, pour chacun, elle se déplie loin en avant. Pour moi,
évidemment, je pense que j'étais dans un parcours d'auteur classique, c'est-à-dire tous les 2 ans, je donnais un livre aux éditions de Minuit, ils mettaient roman sur la couve, et puis j'ai eu des bourses à Villa Médicis, etc. Pendant 10 ans de ma vie. Puis au bout du compte, j'ai commencé les ateliers d'écriture. Là, tout d'un coup, arrivent ces espèces de textes, des textes qui n'ont pas, qui pour moi, souvent, à cette époque-là, je travaillais beaucoup vers Montpellier ou en Seine-Saint-Denis, avec donc des textes qui me semblaient dépositaires d'une très grande force, mais aussi qui interrogeaient sur la brièveté, sur le fragment, sur le fait que ces gens-là ne se revendiquaient pas pour autant d'un travail d'auteur ou d'écrivain, et quelque part, comment les faire exister, les diffuser. Et très concrètement, moi c'est en 96, je faisais comme elle à l'époque, je lisais des articles de presse, maintenant j'essaye d'éviter. Je lis dans Le Monde qu'on pouvait, il y avait dans ce machin internet dont on parlait beaucoup, on pouvait télécharger à l'université de Genève les Fleurs du Mal. Donc je fais ma première connexion, j'avais un petit modem déjà, parce qu'on s'envoyait des fichiers avec un copain cinéaste, protocole X modem, porteuse et tout. Je me connecte, donc il fallait créer un compte CompuServe. Ok, je crée le compte CompuServe, j'ai eu un email CompuServe, 2 mois après j'avais 7 personnes dessus. Et de là, il fallait aller sur le site d'Aix-en-Provence où on pouvait télécharger Netscape 1.0. 50 minutes pour télécharger Netscape 1.0. Et au bout du compte, là, j'entre Université de Genève, Athéna, Sherlock, et 3 minutes après, j'avais mes Fleurs du Mal. Donc là, tout d'un coup, se dire, tout d'un coup, je peux faire mes recherches d'occurrence, tout ça. Moi, je venais de publier chez POL, justement, on avait fait à l'époque, toutes les éditions de Rabelais étaient reponctuées. Ça c'était avant le 500e anniversaire de Rabelais, ça s'est amélioré depuis, et donc on avait voulu faire un Rabelais dans la ponctuation originale. J'avais retapé à la main, d'après des facsimilés de l'ABN, pendant 2 ans, j'en faisais un petit peu tous les soirs, la totalité de Rabelais. Donc j'envoie une lettre postale au gars de Genève, je lui dis « Ah, merci pour vos Fleurs du Mal, si vous voulez, je vous envoie une disquette avec mes Rabelais ». Ça a commencé comme ça, et à l'époque, il y avait justement, qu'est-ce que ça changeait? C'est-à-dire un réseau de volontaires, il y avait l'ABU, et donc Athéna, il y en avait d'autres aussi, Michel Pirsens à Montréal, où il n'y avait pas de site de la BNF, dire on met en ligne les textes qui nous importent. Donc j'ai retapé à la main Rimbaud, j'ai retapé à la main, et ça, après, quelques mois après, j'avais tout retapé à la main Lautréamont. Un autre copain m'avait aidé, et là on a été 3 à mettre Lautréamont dans le même mois en ligne, on a compris que la période finissait, quoi. Mais du coup, se dire, on avait appris à faire du site. Donc à ce moment-là, moi j'ai commencé à tenir un site personnel, avec mon agenda, tout ça. Après, dans cette période-là, j'ai toujours discuté, depuis justement 98, comme ça, avec mes éditeurs successifs, à comment on pouvait utiliser le web, et ce qui se passait de riche avec cette éclosion. Premier soir, 14 sites littéraires, c'est tout, quoi. Il y avait un vieux monsieur israélien, quand on arrivait sur son site, il y avait une petite bougie, fausse bougie qui brûlait, parce que son fils aimait Jules Verne, et donc c'est lui le premier qui avait mis en ligne des Jules Verne, et donc en tombeau à son fils. Puis des facs américaines, 2 ou 3 trucs comme la bande de Paris 3, Patrick Rébolard et tout ça, mais on faisait le tour en 1 heure du web littéraire. Donc se dire avec les éditeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ça n'a jamais marché, j'ai jamais trouvé. Donc à un moment donné, c'était en 2008, je travaillais justement au Seuil avec une collection à l'époque, dire vraiment vous pouvez rien faire. Moi, j'ai commencé avec ça, j'ai commencé avec les manuscrits, les questions que posait le monsieur tout à l'heure, tous ces manuscrits que je recevais au Seuil, qui n'avaient pas, que je ne pouvais pas publier au Seuil. Des trucs souvent brefs, 110, 120 pages, des trucs souvent liés comme ça à ces pratiques réseau, les emails, des trucs... donc c'est parti comme ça l'idée, quoi. Après, comment dire, est-ce qu'un boulot d'auteur, est-ce qu'on est chacun comme ça dans une petite case? Finalement, j'en connais pas beaucoup qui se limitent à être dans une petite case, quoi. Mais aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que c'est triste d'avoir 60 ballets et puis de devoir travailler avec des jeunes clampins de 25 ballets parce que c'est eux qui connaissent le PHP, les serveurs Apache et tous ces machins-là. Mais qu'est-ce que c'est beau le web de ce que ça nous apprend du penser ensemble.
Et je pense que dans le domaine des sciences humaines et de la littérature, on est des tout petits micro-machins de rien du tout par rapport à ce qui se passe dans le domaine scientifique depuis bien longtemps, sur la notion de collectif. On va... Bon. Marche. Oh, bah ouais. Mais on peut discuter comme ça. Oui, ben on va s'arrêter là pour l'instant. Et puis donc, On aurait mieux fait de commencer directement par la question. Donc François va signer éventuellement si vous êtes intéressé, puis on pourra effectivement continuer la discussion là-haut autour de la table. Je leur signe tout leur Kindle.